Bien, bonjour à tous, merci d'être là, si nombreux. Merci à Aline et Caroline pour l'invitation, l'organisation impeccable de ce salon. Alors moi, je vous propose simplement un retour d'expérience sur une entreprise, une marque qui s'appelle Yves Rocher, que je représente là, et qui a des techniques, des usages de la data depuis l'origine, et qui se trouve aujourd'hui dans la nécessité de changer, d'évoluer, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'annonceurs, et de vous montrer un peu les réussites, les échecs, comment ça se passe en interne, quels sont les différents, comment on vit ça de l'intérieur en fait, voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai appelé ça grandir avec la data, parce que en fait, cette année, on a 60 ans. Yves Rocher a 60 ans. Donc, c'est pas, disons, c'est pas vieux, c'est un âge honorable, mais qui, voilà, qui implique un certain passé. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne change pas, qu'on n'a pas vocation à évoluer. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, on change de système de fidélité. Donc, on a une nouvelle carte qui s'appelle la Jolie Carte qui va être en magasin. Donc, si je pouvais participer un petit peu au chiffre d'affaires en même temps que je vous parle, j'aurais des choses à dire à ma directrice marketing, ça serait bien. Et donc, on a 60 ans et on a commencé par de la vente par correspondance. Donc, en 1959, l'idée de Monsieur Yves Rocher, c'était de vendre des produits cosmétiques à distance. Ce qui n'est pas évident parce qu'un produit cosmétique, on a besoin de le voir, de le sentir. Enfin, ça coule pas de source en fait de faire de la vente par correspondance avec ce type de produit. Mais l'idée géniale, c'est que ça permettait d'atteindre des zones géographiques et des types de consommatrices qui n'avaient pas forcément accès facilement à la parfumerie fine ou aux grandes surfaces dans les villes. Et donc, ça lui a permis finalement de prendre des parts de marché justement par la spécificité de ce réseau de distribution. Alors la vente par correspondance, ça a des implications très, très, très directes et très faciles à comprendre. Premièrement, il n'y a pas d'intermédiaire entre la marque et les clients, donc on agit directement avec nos consommatrices. Et ça, c'est fondateur encore aujourd'hui, vous le verrez dans notre modèle marketing et dans notre modèle business. Et puis, l'autre corollaire qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse beaucoup ici, c'est qu'il y a de la donnée dès le départ. Parce que quand on écrit directement à ses clients, on les connaît. On sait qui achète, on sait qui on sollicite, on sait aussi qui n'achète pas. Et donc, dès le départ, dès l'origine, il y a des problématiques data qui se posent. Des problématiques de qualité de données, puisque si une adresse postale n'est pas bonne, la vente par correspondance ne peut pas se faire. Des problématiques de connaissance client. Pourquoi? Parce que quand on sollicite une cliente avec un mailing, ça coûte de l'argent. Donc on comprend très très vite l'intérêt de pas écrire à une cliente qui a une probabilité très faible de répondre. Et en fait, ces problématiques-là, elles sont non seulement au cœur du business, du modèle, mais elles sont aussi elles diffusent dans l'entreprise. Donc en fait, on ne peut pas dire dans une entreprise de vente par correspondance qu'il y a des experts de la statistique, comme on disait autrefois, ou de la modélisation. Enfin, il y en a, certes, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que partout, dans les services marketing, dans les services commerciaux, dans les services logistiques, dans les services de distribution, il y a une sensibilité à la donnée, à la valeur de la donnée et à la valeur de la décision qu'on peut prendre avec des chiffres, avec des données. Donc quand vous vous promenez quand vous vous promeniez à l'époque dans les couloirs de chez Yves Rocher, les gens savaient ce que c'était un rendement de mailing, ils savaient ce que c'était qu'un taux de score, ils savaient ce que c'était. Donc vous voyez, il y a une culture quelque part qui s'ancre très fortement dans la marque. Voilà, donc, et puis donc cette naissance dans la vente par correspondance, elle va voir son destin changer en 1969 parce que dans ces périodes-là, 1968-1969, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux et notamment des grèves postales. Et donc à ce moment-là, on comprend que être tributaire d'un seul réseau de distribution est risqué pour la marque. Donc du coup, commence l'aventure du retail physique pour Yves Rocher.
Alors, ça, c'est... Donc, on voit en 1969 le premier magasin ouvrir à Haussmann. Et donc, ce réseau de distribution de retail physique, il reste particulier quand même, il reste marqué par cette naissance sous les bonnes fées de la data, du marketing direct et de la vente par correspondance, parce que dès le départ, se met en place un système de carte de fidélité qui a vocation évidemment à gratifier les clientes, à récompenser leur fidélité, mais surtout à capter de l'information sur elles et à permettre d'interagir encore une fois avec elles. C'est-à-dire qu'on garde cette volonté de ne pas avoir de distributeurs, donc ce sont des enseignes Yves Rocher, on n'est pas distribué ni en grande surface ni en pharmacie, et on garde ce système de solliciter la cliente pour venir en magasin. Donc aujourd'hui encore, où les ventes en magasin représentent 80% de notre chiffre d'affaires en France, quand vous êtes en magasin, vous avez 3/4 des ventes qui sont faites à des femmes qui viennent avec une offre qu'on leur a envoyée par courrier. Donc vous voyez bien la pérennité en fait, de cette culture. Alors on garde cette culture, mais malgré tout ça évolue parce que quand on gère des data, quand on gère de la relation client pour un réseau de retail physique, c'est pas la même chose quand même que de faire de la vente par correspondance. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on a un intermédiaire entre nous et la cliente en réalité. C'est notre vendeuse, qui est très majoritairement une vendeuse franchisée, donc qui est quand même une commerçante indépendante, même si elle a des obligations et puis des règles à suivre liées au fait que c'est la marque Yves Rocher. Mais malgré tout, on a besoin de convaincre cette force de vente. Et convaincre une force de vente avec des KPIs, avec des indicateurs, avec des techniques statistiques, c'est pas la même chose que convaincre des directions marketing. Donc il faut avoir les bons outils, le bon niveau aussi de compréhension de ce qui se passe, de ce qui se passe en termes de performance quand on a un intermédiaire avec le client. Donc comment on motive la chaîne, comment on arrive à faire des typologies de magasins, par exemple. Comment on arrive à détecter que certains magasins ne se comportent pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes zones géographiques, parce que le niveau de maturité de la partenaire n'est pas le même, ou tout simplement parce que le niveau de motivation n'est pas le même. Et puis se posent d'autres problèmes, des problèmes de réseau purement physique. Donc en fait, on avait en 2013 à peu près 520 magasins, et aujourd'hui on en a presque 700. Donc dans ce laps de temps, on a ouvert beaucoup de magasins. Et pour ouvrir des magasins, c'est un métier, ça. Donc jusqu'à cette période-là, 2013, où le parc de magasins avait stagné, c'était un métier de développeur. Le développeur, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui sait qu'à tel endroit, un centre commercial ouvre ou périclite, marche, ne marche pas. Et avec cette connaissance-là, il a le talent et la compétence pour ouvrir un magasin et savoir si ça va marcher ou pas. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit quand même s'il connaît bien son métier, la data peut l'aider quand même d'une certaine façon, parce qu'avoir une connaissance du territoire, une connaissance géographique, ça me paraît fondamental. Et à ce moment-là, moi, personnellement, j'étais pas du tout armé pour ces techniques-là, et j'ai découvert à ce moment-là l'importance de la donnée géographique. Et je suis convaincu qu'on sous-estime fortement la valeur en fait, de savoir où les gens vivent, comment est leur environnement. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la donnée qui provient du digital, qui amène des flots d'informations, mais l'ancrage dans le territoire d'un individu me paraît fondamental. Et donc, on a fait des très beaux projets de développement de géomarketing pour aider les développeurs à mieux choisir les emplacements. Et là encore, ça demande à la fois beaucoup de technicité statistique, c'est-à-dire modéliser un chiffre d'affaires en fonction de caractéristiques territoriales, c'est pas simple. On a utilisé des techniques vraiment compliquées, mais en même temps, on a besoin de les partager avec un public qui n'est pas du tout dans cette culture, qui a une culture de la connaissance du terrain, de l'exemple et de l'essai, de l'erreur. Enfin voilà. Donc du coup, il a fallu trouver des façons de faire parler ces techniques très compliquées de modélisation statistique avec des gens qui ont la décision et qui ont besoin de concret en fait.
Voilà, donc cette culture qui reste une culture très orientée data, elle s'est étoffée d'outils, et d'outils qui ne sont pas seulement d'outils techniques, mais j'insiste beaucoup, qui sont des outils aussi de communication, de partage de l'information, d'évangélisation en interne de la force, en fait, de la puissance de la data pour décider, pour choisir, tout simplement pour créer de la valeur. Voilà, donc ça c'était j'appelle ça la période d'enfance, c'est-à-dire on était deux enfants, la vente par correspondance et le retail physique, même s'il y en a un qui a grandi beaucoup plus que l'autre. Et puis arrive le digital. Donc moi j'appelais ça une adolescence. Donc le digital est apparu chez nous, le site internet Yves Rocher, les premiers essais de site internet c'est au début des années 2000. Et alors on a cru au début que le digital, ça permettait de faire du commerce directement, de ce qu'on appelait ça la vente par Internet. Bon, on s'est trompé, c'est pas ça. Alors, parce que le schéma très simpliste, maintenant on peut le dire, qu'on avait en tête, c'est que la vente par correspondance allait diminuer, parce que c'est des pratiques qui déclinent tout simplement dans les usages des Françaises. Et puis, ça coûte cher. Ça coûte cher d'envoyer un catalogue, ça coûte cher d'envoyer des courriers, alors que le digital, c'est maniable, ça correspond aux usages présents, modernes, et ça coûte pas cher. Et en fait, on s'est trompé, c'est pas vrai. On n'a pas vu une décroissance de la VPC compensée par une hausse de la vente par Internet. Par contre, on a vu l'intérêt du digital. On a vu que le média de contact permettait d'interagir différemment avec les clientes, pas forcément pour générer des transactions, mais pour générer du trafic en magasin, pour communiquer différemment avec les clientes, pour leur proposer des services. Et pour tout vous dire, on est encore dans cette évolution, de ce questionnement, de savoir comment on va faire pour tirer la pleine valeur du digital. Et pour que ça ne reste pas un domaine qui soit à part, comme un adolescent dans sa chambre tout seul qui parle son propre langage. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, si je résume la situation à fin des années 2010, on a un réseau de vente à distance on a encore une VPC qui est forte. On a à peu près encore 50 millions d'euros en chiffre d'affaires en France sur ce réseau-là, mais ça représente plus que 15% de notre chiffre d'affaires. On a un e-commerce qui représente à peu près aussi 10%, on va dire, de notre chiffre d'affaires, et tout le reste est fait en magasin. Mais ce modèle magasin, c'est un modèle particulier avec du marketing direct. On identifie 95% des achats en magasin, donc on connaît bien nos clientes et on leur envoie des mailings et des contacts pour proposer des offres. Voilà, donc on en est là aujourd'hui avec des équipes marketing, des équipes commerciales qui sont très très au courant que la data ça produit de la valeur. Nous on n'a pas besoin de leur faire des séminaires d'acculturation, de choses comme ça. Elles savent très bien ce que leur chiffre d'affaires doit à la data. Et puis arrive le big data. Donc comme tout le monde, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que le digital produit beaucoup de données. Cette production massive de données change la technologie, change les prix, change les méthodes, les écosystèmes IT qui permettent de gérer la donnée. Et ça change aussi les méthodes. Parce que moi qui étais formé aux statistiques, aux études quantitatives il y a quelques années maintenant, en fait, et pour les usages dont j'ai besoin pour travailler chez Yves Rocher, les modèles de régression, enfin tout ce qui est linéaire, fonctionnent souvent bien. Et pour faire des segmentations, pour faire des typologies avec des techniques qui sont bien éprouvées. Et il est vrai que l'arrivée massive de données, ça change la donne. C'est plus tout à fait les mêmes méthodes. Je ne suis pas certain que ça révolutionne complètement partout, tout le temps, mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose que dans les années 80. Alors, voilà, donc du coup, notre problématique, elle est quand même celle-là. Je vous l'ai dit, on a un certain âge, on voit apparaître ces techniques-là. On a clairement
dans l'idée, dans le mindset que c'est générateur de valeur. Mais en même temps, on a une longue histoire. C'est-à-dire que nous, on ne part pas de zéro. On ne peut pas créer un data lab, mettre une équipe de data scientists complètement détachée sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que notre base de données, nos outils de scoring, nos outils de ciblage, nos outils de segmentation, c'est le cœur de notre système, donc ça ne peut pas s'arrêter de battre. Donc on est dans ces problématiques-là qui font que c'est long. Voilà, depuis, je dirais que les projets de mise en place de plateformes data ont commencé en 2016, on est en 2019, donc c'est pas non plus une décennie, mais moi en tant qu'utilisateur, des fois je m'impatiente un peu. Mais il faut bien voir qu'on ne peut pas repartir de zéro, on ne peut pas avoir une copie blanche et repartir comme ça. Et puis aussi, ce système-là qui est au cœur de notre business, comme vous voyez, les réseaux de distribution ont apparu les uns après les autres, inévitablement, ça génère des silos. En fait, on a un directeur IT chez nous qui a coutume de dire la complexité d'un système d'information dépend de la complexité de l'entreprise. On a ce qu'on mérite en termes de silotage IT et c'est ce qui s'est passé. On a une vente à distance qui existait, une vente à retail qui arrive, un retail physique qui arrive à la suite. Et bien, les systèmes coexistent. Voilà. Donc du coup, on a ce qu'on appelle une dette technologique. On a besoin d'avoir des référentiels communs, de mutualiser toutes ces bases de données, et c'est pas une mince affaire. Malgré tout, on fait des choses et qu'est-ce qu'on fait en partie qui peut avoir trait à ces évolutions de la data. J'ai cité quelques exemples. Donc, par exemple, la perso. Donc, la personnalisation, on en fait depuis longtemps, mais c'était une personnalisation assez simple. On souhaite son anniversaire à une cliente, on lui met en avant le produit qu'elle achète le plus. Voilà. Et donc, on a utilisé des techniques de lookalike, des techniques encore une fois assez sophistiquées pour essayer d'être plus pertinent. Notamment pour augmenter le cross-selling. Parce que c'est assez facile de faire venir une cliente en lui montrant le produit qu'elle achète tout le temps, mais c'est mieux de la faire venir en montrant un produit qu'elle a une très grande probabilité d'acheter, qu'elle achète jamais, parce que du coup on va étoffer son panier d'achat, la fidéliser, etc. Et donc là, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les algorithmes compliqués, très compliqués qu'on a mis en place, déjà ils peuvent tourner que sur des plateformes data, ils ne pouvaient pas tourner sur nos plateformes anciennes, mais ils ne suffisent pas en eux-mêmes. On s'est rendu compte de ça, c'est que en tout cas chez Yves Rocher, c'est comme ça. On ne peut pas travailler de notre côté, quand je dis nous, c'est soit IT, soit data, soit équipe digitale. On a besoin de toutes les équipes qui font du marketing, qui font la communication, qui conçoivent l'offre commerciale, qui gèrent le réseau aussi pour expliquer comment traiter une cliente qui arrive avec cette offre-là. Donc ça marche, oui, mais à condition qu'on personnalise quelque chose de façon élégante, qui soit suivi dans la durée pour les clients. Donc l'algorithme ne suffit pas. Il est important, mais il ne suffit pas. Autre exemple, alors comme beaucoup, on a testé les DMP. Est-ce que ça marche? Oui et non. Je vais être honnête avec vous. Ce qui marche bien, c'est tout ce qui permet le pilotage. Et c'est-à-dire de savoir, de mettre sous les yeux des gens qui ont la décision des investissements de génération de trafic, en magasin ou sur le digital, la vraie histoire, c'est-à-dire une cliente qui est soumise à un stimulus sur le site internet, qu'est-ce qui se passe pour elle après en magasin? Cette vision-là, en fait, quand on l'a fait proprement grâce à la DMP, on a une hiérarchie des retours sur investissement de nos techniques de génération de trafic qui ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est important et ça, c'est vrai que ça marche. Le repos, c'est vrai que ça marche un peu. C'est-à-dire que quand on sait ce qui se passe pour une cliente qui achète tout le temps en magasin, quand elle est sur le site internet, à quoi elle s'intéresse, comment elle navigue, et en communiquant de façon pertinente avec cette information-là, on arrive, disons, je donne juste des ordres de grandeur, mais une cliente qui dépense 50 € habituellement en magasin, on va arriver à lui faire dépenser 51 €. Voilà. Donc, c'est pas rien à notre échelle. Pour une marque mature comme nous, où nos parts de marché sont quand même bien établies, où notre portefeuille produit est déjà connu de notre cliente,
2% de croissance, c'est pas rien, mais c'est pas non plus une révolution. Enfin, le machine learning, alors ça, oui, ça marche, mais c'est un peu la même conclusion, c'est-à-dire que donc, on a des scores qui nous permettent chaque mois de définir plutôt qui ne reçoit pas nos mailings, parce qu'ils ont un certain coût. Donc quand la probabilité de revenir est trop faible, l'envoi du mailing est pas rentable. Donc toutes ces techniques-là qui ont des dizaines d'années en fait de vie, quand on les challenge avec du machine learning, là encore, je vais citer des ordres de grandeur très macro, juste pour que vous voyez un peu comment l'impact de la performance de ces techniques-là chez nous. Encore une fois, c'est un témoignage pour notre marque à nous. Hein, mais si, disons, on exclut à peu près 20% de nos clientes d'un mailing postal qui coûte un certain prix, donc qui coûte assez cher pour nous, enfin dans la hiérarchie des plans de contact. Ben, avec des techniques de machine learning, pour le même niveau de performance, donc pour le même rendement et le même panier moyen, je vais exclure 21 clientes. Je passe de 20 à 21. Et encore une fois, c'est pas rien pour nous parce que, comme je vous le dis, c'est des dizaines et des dizaines d'années de maturation de nos scores, de sélection, d'optimisation. Donc, réussir quand même à trouver un petit peu de performance avec ces méthodes-là, c'est énorme pour nous. Et étant donné aussi nos investissements en la matière, puisque enfin, Yves Rocher, nos investissements, on ne fait pas de publicité, on fait juste des mailings. Donc c'est la masse, si vous voulez, de nos investissements marketing, ils sont là. Donc arriver à réduire ce petit incrément grâce à la performance du machine learning, ça paye largement, si vous voulez, le temps qu'on a passé et les prestations qu'on a mis en place pour avoir ça. Voilà, mais ça ne double pas la performance non plus. Voilà, donc du coup, où est-ce qu'on en est? On en est là, on met en place calmement et sereinement, on va dire, nos outils. Encore une fois, on n'a pas tellement besoin de convaincre de la valeur de la data, on a plutôt besoin de management, c'est-à-dire ces nouveaux outils, les équipes qui font de la data, comment ils peuvent l'utiliser à plein, c'est-à-dire pouvoir être plus efficace, plus rapide aussi, on a des problématiques comme ça. Et puis comment on arrive aussi à trier tout ça. Alors l'avantage d'avoir un certain âge comme nous, c'est aussi que on arrive aussi à trier peut-être plus que d'autres ce qui marche vraiment ou ce qui est les effets de mode, les choses comme ça. Donc on a une culture aussi de prendre notre temps pour pas s'embarquer sur des effets d'innovation à tout prix, enfin voilà. Donc c'est l'état de l'art. Moi, c'est aussi quelque chose d'assez passionnant hein, de voir comment une entreprise de l'intérieur arrive à se renouveler sur ce qu'elle a de plus profond finalement hein, dans son système de distribution. C'est un sacré challenge et en fait, pour moi, le service avec qui je travaille, j'ai plus envie de travailler pour faire ça, c'est les services RH. C'est vraiment les ressources humaines, c'est comment déjà les équipes data en interne se mobilisent autour de ces outils-là et comment tout le monde dans l'entreprise évolue en même temps sur ces sujets. Voilà.